Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance Ouest, votre magazine Tendance Confidence, couleur estivale, avec une rediffusion aujourd'hui d'une émission qui avait été enregistrée avec un éditeur qui s'appelle François Lepère, spécialisé dans les éditions de randonnée, mais aussi de pèlerinage. Ça tombe bien au cœur de l'été. François Lepère, merci de vous présenter en quelques mots aux auditeurs de Tendance Ouest ce dimanche matin. Oui, bonjour. Donc, je suis quadragénaire depuis une année. Père de famille de 3 enfants, et j'ai eu la grande chance en 1988 avec des scouts de faire ma première route de Compostelle. Et là, je suis rentré, j'ai dit à mes parents, je veux aller à Compostelle à pied. Mon papa m'a dit, c'est bien mon fils, passe ton bac d'abord. Donc j'ai fait ce que papa m'a conseillé, j'ai eu mon bac et je lui ai dit, tu sais, j'irai bien à Compostelle. Bon, 1994, je pars à pied de la maison. Et je fais ce grand pèlerinage qui était à la fois un pèlerinage et une grande aventure humaine, on va dire. Et puis j'y suis retourné 11 fois depuis. Je suis tombé dans la marmite tel Astérix, buvant la potion magique. Et puis la vie active est arrivée et je me suis demandé quoi faire. Et donc petit à petit, je me suis mis à écrire un livre, un guide, 2 guides, 3 guides. Et puis voilà, j'ai monté une petite maison d'édition qui s'est spécialisée sur les grands chemins de pèlerinage en Europe. Et pour aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut un objet dans son sac à dos, il faut un crédential. Merci de nous dire ce que c'est. Alors, il faut l'avoir parce que c'est un document qui officialise le fait que vous êtes pèlerin. On vous demande pas si vous êtes croyant, baptisé ou tout le reste. C'est simplement un document qui atteste que vous marchez bien sur le chemin de Compostelle. Et donc, vous avez, grâce à ce document, accès aux refuges qui sont réservés aux pèlerins. Parce que dormir une nuit à l'hôtel, tout le monde peut le faire, mais dormir 2 mois à l'hôtel, c'est évidemment pas possible. On peut pas mettre 50 € tous les jours dans la nuit. Donc il y a des petits lieux qui sont réservés aux pèlerins, et pour certifier que vous êtes bien en chemin vers un lieu saint, vous avez donc ce carnet que vous faites tamponner tous les jours. Alors la question qui revient toujours, c'est où est-ce qu'on fait tamponner ? Eh bien, où vous voulez. Ça peut être à l'archevêché du coin, chez le curé, ça peut être aussi à la poste ou au bar du commerce. Si possible, on met la date sous le cachet, sous le tampon qui est apposé, et à la fin, vous aurez 70 tampons différents. J'étais surpris en allant sur votre site internet qu'il existe plusieurs voies, plusieurs itinéraires qui ne vont pas forcément tous vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils n'y vont pas tous forcément, mais ils s'en rapprochent tous beaucoup. Alors les chemins d'aujourd'hui ne sont que les sentiers suivis par les pèlerins d'il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, les pèlerins, ils allaient de lieux d'hébergement connus en lieux d'hébergement connus. C'est pour ça que, par exemple, sur la voie du Puy, ils allaient du Puy-en-Velay à Conques, puisqu'il y avait une communauté religieuse. Ensuite, ils descendaient sur Figeac, puis Moissac, puis Aire-sur-la-Dour, enfin, il y a Cahors au milieu, bon. Et voilà, à l'époque, la journée de marche d'un pèlerin, c'était 45 kilomètres. Emery Picot, le premier à avoir laissé une trace écrite de son pèlerinage à Compostelle, il raconte qu'il a fait l'Espagne en 13 jours. Donc 13 fois à peu près 50 kilomètres. Bon, c'était évidemment les kilomètres de l'époque. C'est pas que la distance était plus courte au Moyen-Âge, elle était identique, mais les gens marchaient beaucoup plus, et même quelquefois même jusqu'à l'épuisement. Il y a nombre de pèlerins au Moyen-Âge qui sont morts d'épuisement sur la route. Des exemples de départ, parce que forcément, nous qui sommes en Normandie, nous parlerons bien sûr du Mont-Saint-Michel. Donnez-nous quelques lieux de départ. Il y a effectivement des lieux officiels de départ en France, mais au Moyen-Âge, et même actuellement, les pèlerins partent de chez eux autant que possible. Alors, les 4 les plus connus en France, c'est donc je vais faire du sud au nord en remontant. Donc le premier, c'est de l'église Saint-Trophime d'Arles, donc dans les Bouches-du-Rhône. Ensuite, il y a le Puy-en-Velay dans la Haute-Loire. Ensuite, il y a Vézelay, la basilique Sainte-Madeleine. Et puis la tour Saint-Jacques à Paris, ou l'église Saint-Martin de Tours, en Touraine, donc pas très loin de Paris. Et puis, bien sûr, le Mont-Saint-Michel en Normandie. Alors, qu'est-ce qui fait que tel ou tel lieu ont été choisis comme lieu de départ officiel, même si vous avez dit tout à l'heure, François Lepère, je rappelle que vous êtes responsable de cette maison d'édition qui porte votre nom, Édition Lepère. Qu'est-ce qui fait que, de fait, tel lieu a été officiel ? C'était essentiellement des lieux de rassemblement
qui étaient eux-mêmes des lieux connus puisque c'était des lieux contenant des restes de saints ou de saintes. C'est très vrai pour Sainte-Madeleine de Vézelay, Saint-Martin à Tours. On venait au lieu visiter le lieu saint le plus proche de chez soi, peut-être pour lui confier le parcours ou une protection spéciale. Et puis ensuite, lorsque les pèlerins étaient à Vézelay, vraiment je le redis, c'est qu'au Moyen-Âge, le parcours suivi était principalement décidé par le fait qu'il fallait dormir le soir. Il était hors de question de dormir dans la forêt, qui était dangereuse. Il y avait des brigands, des loups, et donc on allait de lieux connus pour dormir en lieux connus. Et donc souvent de monastère en monastère. C'est pour ça que par exemple la première étape, Emery Picot dit qu'il allait de Vézelay à la Charité. Aujourd'hui, il y a 3 jours de marche. Lui, il l'a fait en une journée. Comment s'y préparer? Il faut du temps, ou est-ce que tout le monde peut se dire « Demain, je pars sur les pas de Saint-Jacques-de-Compostelle » ? Oui, il est possible de partir quasiment du jour au lendemain, hormis le fait que toutes les choses de la vie active vont très vite vous rattraper. Si vous partez pour une semaine, il n'y a pas de problème, le courrier ne s'entassera pas très nombreux dans la boîte aux lettres. Si vous partez pour 2 mois, vous reviendrez sans eau, sans électricité, sans abonnement Internet et sans télévision. On peut se dire, cette année je fais une semaine, l'année prochaine je ferai peut-être 15 jours. Oui, si vous êtes actif, évidemment, à moins d'avoir un chef d'entreprise très compréhensible, ça existe, hein. Mais c'est vrai que on peut pas partir 2 mois. Donc les actifs le font en le tronçonnant en morceaux de 15 jours. Mais si vous n'avez pas bien anticipé le règlement de vos factures, j'en reviens, vous partez 2 mois, c'est très bien, mais il faut quelqu'un qui paye l'eau, l'électricité et le gaz, hein, voilà. Donc ça c'est tout bête, mais il faut s'organiser au niveau matériel. Maintenant, il faut aussi se préparer physiquement, parce que si vous faites les 2 mois du chemin, vous allez faire 5 millions de pas. Bon. 5 millions de pas. Oui. C'est ce que vous ferez dans votre vie de tous les jours, mais en 10 ans. En allant chercher le pain, votre courrier, les enfants à l'école. Voilà, on fait 5 millions de pas sur le chemin de Compostelle. Et donc, il est évident que physiquement, il faut très clairement se préparer. Une mauvaise préparation, soit on serre les dents pendant 10 jours, soit au bout de 3 jours, on est complètement cassé et on rentre à la maison et c'est un échec. Est-ce qu'il est prudent de demander un certificat médical avant de partir ? Je dirais qu'en dessous de 50 ans, si vous êtes relativement correct dans votre vie, vous ne passez pas votre vie au bistrot et ni dans des enfumoirs, normalement tout doit bien aller. Après, au-delà de 50 ans, peut-être qu'un petit examen cardiaque serait plus prudent, mais vous savez, il y a des gens qui sont partis avec la santé, et ceux qui feront le chemin le verront. Sur la partie espagnole, il y a de nombreux pèlerins qui sont décédés. Il y a un petit monument à côté du parcours qui indique ici s'est arrêté leur parcours de vie. Donc il vaut mieux se préparer physiquement. Maintenant, vous savez, on ne connaît ni l'heure ni le moment. L'invité de Tendance Confidence aujourd'hui est donc François Lepère, responsable de la maison Lepère Édition, et vous êtes donc spécialiste de la randonnée et du pèlerinage à pied, et vous avez donc sillonné plusieurs fois les chemins qui conduisent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite de cette émission. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence, au cœur de l'été, nous parlons randonnée mais aussi pèlerinage avec François Lepère. Vous êtes éditeur et passionné par la randonnée. Souvent, lorsque nous partons en randonnée, nous avons un sac à dos trop lourd, il faut apprendre à s'alléger, c'est bien ça ? Il est vrai que partir avec plus de 10 kilos pour un homme et 9 kilos pour une femme, c'est trop. Alors il faut faire des choix, il faut tout peser. Il faut savoir que le sac de couchage est absolument indispensable. Je peux faire une liste rapide, c'est du linge de corps, des chaussures de marche, des chaussures d'allègement, donc de type sandales, un grand pull chaud, une cape du pèlerin ou un poncho, un morceau de savon, une serviette, un appareil photo, un foulard, de la crème solaire, un chapeau, des boules caisses, et puis un short de rechange, voilà. Et tout ça, ça doit faire moins de 9 kilos. Voilà, il est très important de partir léger. Pas de nourriture dans ce que vous avez dit à l'instant ? Alors, ça dépend d'où on part, mais vraiment, les chemins de Saint-Jacques en France, c'est pas du tout le désert. On trouve de partout des petits commerces. Et quand il n'y a pas de commerce, les gens proposent une solution d'hébergement, proposent souvent une table d'hôte, ou alors il y a toujours un lieu pour faire un petit peu de cuisine. Sachant que le menu du pèlerin, c'est très souvent pâtes, riz, pommes de terre, féculents, le soir.
Et le lendemain, des choses plus légères, de type barre de chocolat, sucrerie, charcuterie, fromage. Moi, quand je suis parti à 22 ans, j'avais un sachet de purée lyophilisée en réserve, en me disant, vraiment, si je trouve rien, je me ferai chauffer de l'eau chaude et puis je mangerai ma purée. Bon, je suis revenu au bout de 2 mois, ma purée, elle était toujours au fond de mon sac. L'eau, justement, cette gourde indispensable. Oui, bien sûr. Un marcheur qui fait 25 km par jour, sans s'en rendre compte, il va transpirer 2 litres d'eau. Donc il faut boire en conséquence. Et puis il y a un phénomène que connaissent pas mal de marcheurs, c'est la tendinite. La tendinite, souvent les premiers signes, c'est un manque d'hydratation. Et la première des douleurs, je le dis pour vos auditeurs, la première des tendinites, c'est celle qui est devant, au-dessus de la cheville, en bas du tibia. Et là, quand ça tire un petit peu, il faut pas continuer, il faut s'arrêter. Donc l'eau, absolument indispensable. Et je donne un tuyau à vos auditeurs, ne prenez pas de gourde métallique. Certes, ça permet de garder l'eau beaucoup plus fraîche, mais prenez tout simplement une bouteille en plastique. Une bouteille en plastique vide, elle pèse 45 grammes. Voilà, c'est toujours du poids de gagner. Le problème d'une bouteille en plastique, c'est qu'au bout de 2 heures en plein soleil, l'eau est tiède. On peut boire et vivre avec de l'eau tiède. Nous parlons autrement mieux d'une chose que nous avons effectuée, que nous avons réalisée. C'est ce que vous avez fait vous-même, François Lepère. Vous parlez en connaissance de cause, puisque vous avez fait, je crois, 11 fois cet itinéraire vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Êtes-vous toujours parti du même endroit? Et puis parlez-nous justement de ce qui peut se passer dans un itinéraire. Alors, je suis allé 11 fois à Saint-Jacques, mais j'ai eu la chance de faire 17 chemins différents. J'ai eu la chance de faire les 4 départs en France vers Compostelle, donc les 4 villes que j'ai citées tout à l'heure. Le choix qui doit déterminer le choix du départ, c'est l'envie de voir du monde, beaucoup, un petit peu ou pas du tout. La voie du Puy, c'est l'autoroute. C'est 20 pèlerins par jour et par tronçon. La voie d'Arles, c'est 2 à 4 par jour et par tronçon. La voie de Paris ou de Tours, c'est 1. Si vous êtes un bavard, si vous adorez les contacts, sachez qu'il y a des chemins où il faudra parler tout seul. Et il y en a d'autres où vous trouverez des amis, des pèlerins, des marcheurs. Guide des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc avec vous, la voie du Puy, la voie d'Arles, vous en avez parlé, la voie de Vézelay, la voie de Piémont-Pyrénéen, la voie de Tours aussi, vous en avez parlé, et puis aussi sa variante entre Paris et Tours par Chartres également. Comment se fait-il que des femmes et des hommes, et puis également des enfants, et puis parfois les animaux, puisqu'il y en a certains qui emmènent leur âne ou leur ânesse avec eux, mais quelles sont les principales motivations pour les personnes qui, comme vous, se sont mises en chemin? Les chemins de Compostelle, c'est aussi une grande aventure culturelle. Si vous partez à pied, vous aurez le temps d'avoir des contacts avec les locaux, d'avoir une discussion avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas 1 heure avant et qui finalement va vous faire rentrer chez lui, va vous offrir un café. Le voyage à pied, c'est le voyage authentique. Et toutes les catégories sociales se croisent sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, toutes les générations aussi. Chacun est vu comme un pèlerin. Ainsi, le président directeur général côtoie le chômeur, le gaillard athlétique qui venait de sortir de prison, l'ancien drogué banlieusard donnait des conseils au cadre supérieur sur la manière de soigner ses ampoules, l'ingénieur qui venait de terminer ses études était complice de celui qui était en fin de carrière. Le chemin de Saint-Jacques, une belle mixité sociale. Oui, c'est un chemin d'universalité. C'est vrai que qu'on soit cadre, ouvrier, employé ou chômeur, le matin quand il pleut et qu'il faut faire 25 km, voilà, c'est un chemin qui ne triche pas. C'est un chemin d'entraide aussi, où quand l'un a du mal à porter son sac, eh bien, dans le groupe, on peut chacun couper le sac en quelques kilos et porter un petit peu des affaires de l'autre. Notamment si on sait que le mal dont souffre l'ami, je parle notamment de tout ce qui est tendinite. S'il a des ampoules, ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'une ampoule, surtout si elle est sous-cutanée, c'est très douloureux. Mais voilà, c'est un chemin d'universalité, de fraternité. Moi, j'ai vu des gens arriver dans des gîtes complètement épuisés parce que mal préparés. Je me souviens d'une année où j'ai dû laver sa chemise et son pantalon. Le copain d'à côté faisait un plat de pâtes et il a préparé à manger pour le pèlerin. Et puis voilà, il a eu plus qu'à se mettre dans son duvet et se mettre les pieds sous la table.
C'est simple en fait, le chemin de Saint-Jacques, c'est vraiment pas prise de tête. C'est le chemin tranquille, on marche à son rythme, sans prise de tête. Voilà, si on a réservé, il vaut mieux aller au gîte là où on a réservé. Mais si on n'a pas réservé, on peut s'arrêter à 3h de l'après-midi ou à 21h. Notre société est qualifiée assez volontiers de société individualiste et pourtant nous avons vu pendant la pandémie de la Covid-19 que l'être humain était aussi capable de très beaux gestes de solidarité. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ces motivations qui conduisent des personnes à partir. Quelle boussole faut-il posséder dans son sac à dos pour ne pas perdre le nord? Parce que j'imagine qu'intérieurement ça doit travailler. Boussole physique, je dirais, il y a pas besoin de boussole aujourd'hui, un bon topo guide suffit. Maintenant, qu'est-ce qui guide les gens à partir? Je pense 3 raisons. Il y a un grand désir de vivre quelque chose de hors du commun. Il y a l'envie de rencontrer des gens. Souvent, les pèlerins disent moi les vacances tout seul ou avec les mêmes copains. Voilà, au bout de 2 heures, je tourne un peu en rond. Et puis il y a aussi, je crois, l'envie de s'inscrire dans une humanité. Voilà. Alors pourquoi les gens marchent aujourd'hui? Pour toute cette multitude de raisons. Certains font un pèlerinage, ils le disent de façon très claire. D'autres veulent vivre quelque chose d'extraordinaire dans un monde tout simplement ordinaire. Merci en tout cas à vous, François Lepère, pour ce temps accordé à Tendance Ouest pour l'émission Tendance Confidence, au cœur de la vie des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Merci à vous et Ultreia Buen Camino. C'est-à-dire? Alors Ultreia, c'est le cri des pèlerins qui veut dire en avant. Et Buen Camino, c'est pas très compliqué à traduire, donc bon chemin, autant physique que spirituel. Merci François Lepère pour vos explications. Je rappelle que la maison d'édition porte votre nom. Vous êtes spécialisé par rapport aux différents chemins de randonnée et de pèlerinage, que ce soit le Mont-Saint-Michel et également le Trobrez, le Tour de la Bretagne, à pied évidemment. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres invités. Passez de belles vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Podcast by Tendance Ouest.